parmi les leçons qui donnent du fil à retordre aux étudiants actuels, il y a la leçon, de toute façon toutes les leçons sur la géométrie, les étudiants ils sont pas à l'aise, faut bien reconnaître que c'est pas dans leur culture, c'est même pas dans la culture des profs qui leur ont enseigné. C'est dommage. Bon, c'est vrai que la géométrie, même ma génération, on faisait des maths modernes, on faisait pas, on avait totalement enlevé la géométrie. Ensuite, on l'a rajouté, la géométrie. On a dit qu'on l'a rajouté, mais on n'a jamais retrouvé, en tout cas, la géométrie synthétique telle qu'elle a été pensée avant. Alors, allons-y, je vais essayer de faire un 6 minutes, bon, qui va certainement en durer 12, sur cette leçon distance et isométrie d'un espace affine euclidien, qui n'est pas si difficile que ça, mais bon, faut bien s'engager dedans. Alors, je dirais d'abord qu'on part d'un espace vectoriel muni d'une norme euclidienne, donc un espace vectoriel de dimension n, hein, voilà, et A, un espace affine, évidemment, associé à cet espace vectoriel, et on va mettre une distance, d de AB, égale la norme du vecteur AB. Alors tout ce qui est en rouge, c'est ce qui pour moi est essentiel dans la leçon. Le reste, ben, on choisit. Vous voyez, par exemple, le jury dit on va pouvoir parler de statistiques. Effectivement, on peut parler de statistiques, comme on peut ne pas en parler. Là, j'en parlerai pas, mais c'est vrai que la notion de distance est liée à la notion d'erreur statistique. Mais bon, ça, j'en parlerai pas. Donc, j'ai mis des choses en rouge ici. Le reste, c'est, on va dire, on se fait plaisir, quoi, hein. Donc ici, la première chose importante, c'est que la norme ici, elle est strictement convexe, elle est plus que convexe, elle est strictement convexe. Ça peut être important dans certaines unicités d'optimisation de distance, et associée à une forme bilinéaire symétrique. Donc, elle va hériter, vous voyez, elle bouffe un peu à tous les râteliers, elle va hériter à la fois de la positivité de la norme, en plus elle est strictement convexe, donc c'est pas n'importe quelle norme, et en plus de la bilinéarité, elle a une forme polaire associée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça va être l'outil 0, évidemment. Les premiers outils, c'est, je dirais, l'hyperplan médiateur de deux points, l'ensemble des points qui sont à égale distance entre deux points, qui va être un hyperplan médiateur, et puis le projeté orthogonal, d'accord. Donc, par exemple, sur un hyperplan, où on regarde la droite perpendiculaire à l'hyperplan, qui va optimiser la distance à l'hyperplan. Bon, ça va être l'outil de base. Alors, pour montrer quoi? Que quand on va regarder l'ensemble des applications, c'est naturel de regarder cet ensemble-là, qui respectent, donc qui vont de A dans A, et qui respectent la distance, eh bien, cet ensemble d'applications, bon, pour l'instant, c'est assez clair que c'est des applications injectives, mais parce que ça respecte la distance, hein, donc c'est clair que c'est injectif, mais ça va être aussi surjectif, et ça va être un sous-groupe du groupe affine engendré par les réflexions orthogonales. Alors ça, c'est facile à montrer. En fait, la preuve vient du fait que si une isométrie laisse n plus 1 point fixe, alors c'est l'identité. Voilà. Et maintenant, on va avoir du coup que c'est engendré par des réflexions orthogonales, donc ça va être des bijections, ça va être un sous-groupe, et ça va être un sous-groupe du groupe affine, parce que les réflexions orthogonales sont affines. Et donc on voit que affine euclidien, c'est presque un pléonasme, parce que si on est euclidien, on est finalement affine, en tout cas au niveau des applications. Ensuite, la réduction. Ça va être le premier outil. Donc, d'abord, dans un premier temps, pour réduire, il faut se ramener d'un sous-espace. On est dans le groupe affine, on n'est pas dans le groupe linéaire. La réduction concerne le groupe linéaire. Il faut se ramener au groupe linéaire.
Donc on a l'application qui a une application affine, associe son endomorphisme associé. Et is va vers ON avec comme noyau l'intersection des isométries avec le noyau, voilà, avec les translations, mais ça c'est les translations. Donc on a un sous-groupe distingué des translations. Alors maintenant, on peut dire mieux, les isométries qui fixent un point A, on prend un point A arbitraire, alors là c'est isomorphe AON, puisque les translations qui fixent un point A, c'est juste l'identité, donc là ça devient injectif quand on restreint à is A. On a mieux, on a la décomposition réduite, qui utilise principalement la réduction. Je vous rappelle que ce qui est important dans cette action de se retrouver dans le linéaire, c'est que là, il y a la réduction qui nous y attend. Alors, f est égal, c'est ce qu'on appelle la décomposition réduite. Si f est une isométrie, ça ne marche pas pour toutes les applications affines, et c'est une question de multiplicité de valeurs propres 1. Ça, vous pouvez voir ça dans le carnet de voyage en algébrie. F, pour une isométrie, ça marche très bien. F se décompose de façon unique en une translation et une application, une isométrie, mais qui fixe un point A. Donc, on peut se ramener à ON. Voilà. Et cette décomposition est unique. Alors attention, qu'est-ce qui est unique? La translation et l'application ici qui fixe un point A. V est unique si on le prend dans l'espace, le sous-espace propre de f flèche pour la valeur propre 1. Et FA est unique, bien sûr, mais A, lui, n'est pas unique. Il est unique modulo cette direction-là. Alors, maintenant, ce qui va être important, c'est qu'un sous-espace F de E est stable par une isométrie, implique que F orthogonal est aussi stable par phi. Bon, ça c'est simple, c'est parce que c'est stable par phi étoile, mais comme c'est une isométrie, c'est stable par phi moins 1, donc stable par phi aussi. Et ça va être très important pour créer des récurrences et réduire une isométrie. On veut comprendre les isométries, on les décompose, et les isométries sont directement liées au groupe orthogonal, modulo des translations qui ne sont pas difficiles. On a même ce qu'on appelle un produit semi-direct, mais comme ce n'est pas au programme, je ne veux pas trop en parler. Alors maintenant, comme on est sur R, parce que euclidien, ça veut dire qu'on est sur R, et R, qui dit réduction, dit polynôme, on s'intéresse au polynôme par le lemme des noyaux, et donc il faut réduire aussi les polynômes. Mais comme on est sur R, on décompose en irréductible, et on a des choses de degré 1 ou 2. Et ce qui veut dire, c'est facile de montrer, que on aura toujours, phi aura toujours un sous-espace stable de dimension 1 ou 2. Ça, c'est très facile à démontrer. Et à partir de là, on se ramène à la dimension 1 ou 2. Donc, on étudie les isométries, donc plutôt les éléments, le groupe orthogonal en dimension 1. En dimension 1, ça va pas être compliqué, ça va être plus ou moins 1, l'isométrie. Et en dimension 2, on va trouver les rotations et les symétries. Et ensuite, la partie, en tout cas linéaire, est réglée, parce qu'on peut toujours se ramener à ça grâce à ce petit lemme très joli. Alors maintenant, comme exemple, on peut faire la classification cette fois-ci, donc en utilisant tout ça. On fait la classification en dimension 2 ou 3, où on va tomber sur des symétries glissées, des rotations, alors en dimension 2, des vissages, parce que là, ça va être la grande différence entre la dimension 2 et la dimension 3, qu'on va avoir des rotations, une rotation en dimension 2, sauf si c'est une rotation non triviale en dimension 2, n'a pas 1 comme valeur propre. Alors qu'en dimension 3, elle a 1 comme valeur propre. Donc il va y avoir des vissages, c'est-à-dire une version glissée, en quelque sorte, de la rotation. Et puis, ce qu'on appelle des symétries-rotations, les isométries à point fixe unique, des IPFU. Bon, j'avais bien aimé le résumé qui était dans le livre de Alain Debrey et Rachel Naimé sur S4,
que je vous conseille. C'est parfaitement résumé, c'est bien expliqué. Maintenant, troisième outil, les structures algébriques et la topologie. Des structures, mettre des structures, utiliser les structures. Alors, quelles structures? Bon, alors déjà, en topologie, ON compact, la décomposition polaire, donc entre parenthèses, du coup, encore la réduction, puisque ça demande le théorème spectral. Les complexes, c'est-à-dire on fait du calcul complexe, et la représentation complexe nous permet de faire du calcul d'isométrie. On peut calculer des rotations directement en calcul complexe, et on peut même faire ça avec les quaternions. Donc les complexes, c'est pour la dimension 2, les quaternions, c'est pour la dimension 3 et 4, mais c'est par conjugaison. D'accord ? Et on a des algèbres. Là, ce sont des corps en dimension supérieure, ce qu'on appelle des algèbres de Clifford, mais c'est complètement pas au programme, qui nous permettent de faire du calcul algébrique directement pour, en vue de comprendre géométriquement les isométries. On a, par exemple, la classification des sous-groupes finis de SO3 grâce à des actions de groupe. Donc ça, je l'ai déjà fait dans la leçon sur les structures algébriques en géométrie. Il y a aussi, j'allais oublier, SO3, qui est simple. Alors ça se fait très bien avec la topologie, c'est dans le carnet de voyage en algébrie, par exemple. Cette simplicité de SO3, elle est importante si on veut des générateurs. La simplicité, c'est important parce que, disons, vous voulez souvent des générateurs dans un groupe, et quand vous avez un groupe simple, n'importe quelle classe de conjugaison est un système de générateurs. Ça, c'est important. Alors, optimisation de distance, vous avez d'abord, par rapport à la chose la plus bête, vous avez un point, vous voulez optimiser, et ça, c'est ce que je disais, ça sert en statistique, par rapport à un hyperplan, bon, ou par rapport à un sous-espace affine. Et là, vous avez le déterminant de gramme qui vient vous aider, c'est important d'en parler. La compacité et le calcul diff font bon ménage. Alors pourquoi? Parce que la compacité vous dit, oui, le minimum il va exister, et le calcul diff vous dit, s'il existe, mais attention, cette fois-ci c'est sur un ouvert, donc là il y a une petite difficulté, mais s'il existe, alors la différentielle est nulle, parce que la distance, ça va être différenciable sur quelque chose. Voilà. D'ailleurs, c'est important de connaître la différentielle de M donne AM. D'accord ? Et ça, c'est quoi cette différentielle? C'est l'application qui a un vecteur associe à AM sur la distance AM. Donc, c'est le vecteur unitaire porté par AM dans la direction de M, point A. Voilà la différentielle. Ça sert tout le temps dans ces problèmes d'optimisation avec le calcul différentiel. Et évidemment, les extrêmes alliés. Parce que on veut minimiser une distance par rapport à un objet. Cet objet, il a une contrainte. Donc, les extrêmes alliés, ils viennent là de façon très, très naturelle. Alors, les problèmes de distance à un convexe, je dis que ça c'est important, parce qu'on a une projection sur un convexe, on a une unicité, quand on a un point et un convexe, du point du convexe où la distance va être minimale. On peut parler de coniques, parce que les coniques, par exemple, ne serait-ce que pour la définition foyer directrice de la conique. Ou avec plusieurs foyers, donc dans cette leçon, de toute façon, puis autant le mettre là. Il y a le point de Fermat, qui est aussi une optimisation d'un point par rapport à 3 points d'un triangle. Alors, c'est assez marrant, comment l'optimisation, d'accord, est liée aux lois de Descartes, c'est-à-dire que c'est comme si la nature était feignante, et donc cherche à optimiser les distances, et le mathématicien, il la comprend bien parce que il est paresseux aussi, et que le calcul différentiel, avec cette formule-là,
nous donne des très jolies choses. Alors, je conseille le point de Fermat pour voir ça. Et c'est assez amusant parce que on a la convergence de deux techniques, on va dire, de deux philosophies de la géométrie. Il y a la géométrie, on va dire, ce qu'on appelle la géométrie synthétique, on appelle vulgairement la géométrie à papa, hein, qu'on faisait avant. Ça veut dire quoi la géométrie synthétique? Ça veut dire qu'on travaille directement sur la bête, voilà. Et puis il y a la géométrie analytique, ça veut dire qu'on ne veut pas travailler sur la bête, on veut travailler sur les coordonnées, et puis faire des petits calculs, et c'est là qu'il y a le calcul diff, etc., ces problèmes-là. Donc en gros, on travaille sur les coordonnées, donc sur le dual de la bête, quoi, hein, on n'est plus lâche. Mais bon, ça c'est Descartes. Et ces problèmes, hein, ces problèmes d'optimisation, peuvent se voir à la fois en géométrie synthétique, avec des techniques particulières, et en géométrie analytique, avec ces calculs, ces arguments de compacité, de calcul différentiel. Donc bref, on a le billard triangulaire, qu'on peut, si on prend goût à ça, c'est pas plus difficile, point de Fermat, billard triangulaire, le billard elliptique, et trouver des périodes dynamiques en 3 bandes à l'intérieur d'une ellipse. Et ça, c'est pas difficile, c'est même presque moins difficile que le point de Fermat. Après, je termine par des matrices proches. On a une matrice, et on veut une matrice qui soit suffisamment proche, et qui ait une certaine propriété. Par exemple, on a une matrice, et on veut une matrice inversible la plus proche. Ou on a une matrice non orthogonale, et on veut la matrice orthogonale la plus proche. Ben, la matrice orthogonale la plus proche d'une matrice donnée, si la matrice est inversible, ben, on sait qu'on a unicité de la décomposition polaire, et la matrice orthogonale la plus proche d'une matrice, c'est inversible, c'est la matrice orthogonale de la décomposition polaire. Alors ça, c'est dans le carnet de voyage en analyse. Voilà. Voilà des choses essentielles et des choses bon, qui me font plaisir. Et après, c'est à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Voilà. Mais dans l'essentiel, la distance, le lien affine euclidien, euclidien implique affine, en même temps, la décomposition réflexion orthogonale, la décomposition réduite, ce petit lemme de la stabilité et de l'orthogonalité, la classification en dimension 2 ou 3, c'est quand même important, l'utilisation des complexes dans le calcul des choses, c'est important, le déterminant de Gram, la distance à un convexe. Voilà. Après, le reste, c'est à vous de voir. Les coniques, je le mettrai bien, mais bon, si vous sentez à l'aise avec, mais c'est pas obligatoire. Hein. Voilà, on a fait le grand 1 généralité, là j'attaquerai le grand 2, bah, l'étude du groupe ON, hein, on voit bien que les isométries, bah, ça s'envoie sur ON, surjectivement. Modulo les translations, bah, le sous-groupe des isométries, c'est ON. Quand je dis modulo, c'est vraiment du modulo, parce que c'est un sous-groupe distingué. Et même, on peut dire que, si on a un peu plus de connaissances, que c'est un produit semi-direct. Donc, les translations, bah, c'est un groupe bien connu, c'est le groupe additif de l'espace vectoriel. Donc, il reste à comprendre pour les isométries le groupe ON. Alors, allons-y. Le groupe ON est intéressant parce qu'il gère les bases orthonormées, hein, il est en bijection, hein, il agit de façon simplement transitive sur les bases orthonormées, et SON va agir de façon transitive aussi sur les bases orthonormées, cette fois-ci directes. Voilà, donc ça donne déjà une première idée de pourquoi on étudie le sous-groupe SON. Et bon, alors, commençons là, et ensuite on passera là, on va inverser l'ordre. ON, en tant que groupe, il est engendré par les réflexions hyperplanes. Bon, bah, on l'avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait vu que les isométries sont engendrées par des réflexions, cette fois-ci affines, hyperplanes. Et ON, c'est pareil, sauf que c'est vectoriel. Alors, comme c'est vectoriel, on peut écrire facilement avec des matrices, et là, on a
une réflexion hyperplane, ça veut dire qu'on a 1, tout ça, et moins 1, d'accord? Un seul moins 1, évidemment. Donc vous voyez, c'est un peu l'équivalent pour Sn, le groupe symétrique, hein, le groupe des permutations, c'est un peu l'équivalent des transpositions, c'est-à-dire c'est l'identité partout, sauf à un moment, c'est l'élément le plus proche de l'identité, en quelque sorte. SON va être engendré, forcément pas par des réflexions, hein, puisque là c'est pas dans SON, c'est pas de déterminant 1, mais par des retournements. Et pareil, vous voyez que SON est à ON, ce que AN, le groupe alterné, est au groupe symétrique SN. Et là, les retournements, c'est les plus proches, mais dans SON, de l'identité, en quelque sorte, puisqu'on a des 1 presque partout, puis là, vous mettez moins 1, un peu comme les 3 cycles sont les plus proches de l'identité dans le groupe alterné. Voilà. Alors, la preuve de tout ça, vous pouvez le trouver dans pas mal de livres. Bon, évidemment, hein, je vous parle de ce que je connais. Dans NH2G2, dans le tome 2, c'est le chapitre 7. Donc, du coup, ça bascule dans le tome 2, hein, parce que c'est modulo 6. Et c'est dans l'annexe A. Je veux parler de l'idée générale quand on cherche des générateurs dans un groupe de transformation ou dans un groupe de bijection. L'idée, c'est toujours la même, hein, regardez, c'est l'adjonction d'invariants. Vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure avec les isométries, pour montrer que les isométries étaient engendrées par des réflexions. À chaque fois, on ajoute un invariant, on utilise un élément qui sera amené à être un générateur, et cet élément permet d'avoir un invariant, et ensuite un deuxième élément qui ne perd pas l'invariant précédent et qui en rajoute un. Donc on ajoute, sans enlever évidemment, des invariants. Voilà, et c'est ça l'idée. Voilà. Donc je ne vous le fais pas pour ON, parce que ON c'est finalement déjà fait avec les isométries affines, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais je vous le fais pour SON. Alors, SON, c'est simple. D'abord, un élément de SON, il est dans ON, donc il est engendré par des réflexions hyperplanes. Mais vu que le déterminant c'est 1, il est engendré par un nombre pair, de réflexions hyperplanes. Donc il suffit de montrer maintenant que deux réflexions hyperplanes, quand on les compose, on va les appeler SH et SH', eh bien c'est égal à la composée de deux retournements. Et ça c'est assez facile. Si H égale H', c'est évident, c'est l'identité. Si H est différent de H', alors on appelle F égale H inter H', qui va être de codimension évidemment 2, hein, ça c'est facile à voir, avec par exemple, avec l'orthogonale par exemple, ça peut se voir très très bien. Et on va choisir une base orthonormée de F, ici, que l'on complète par une base orthonormée de l'orthogonale de F. Ce qui fait qu'on va avoir une base orthonormée de tout l'espace Rn, cette partie qui est compatible avec F, et celle-là avec F orthogonale. On va dire que R, alors maintenant attention, on va dire que R et R' fixent, alors R et R', hein, donc R et R' fixent EI pour I allant de 1 à n-3. Pour En-2, R et R' le transforment en l'opposé. Et sur F orthogonale, donc sur pour En-1 et En, la restriction de R à F orthogonale, c'est pareil que SH, et la restriction de R', c'est pareil que SH'. Voilà. Alors, vous comprendrez ce qui se passe. Comme SH est l'identité sur F, d'accord? Ah oui, puisque c'est inclus dans... F est inclus dans H et dans H', pareil pour SH', eh bien, on ne pourrait pas se contenter de faire ça sans changer, sans mettre un moins, ici. Hein. Alors, pourquoi R et R' sont bien des retournements? Eh bien, parce qu'on compte les valeurs propres. Là-dessus, on a n-3 pour la valeur propre 1 pour la valeur propre moins 1, et là-dessus, comme c'est
comme une symétrie, ici, ça va être une symétrie, hein, restreint à ça, et ben, on a fait l'étude sur le cas n égale 2, pour voir que les valeurs propres, c'est 1 et moins 1. Donc le compte est bon, on a n-2 comme multiplicité pour la valeur propre 1 et 2 pour la valeur propre moins 1. Donc voilà, et maintenant pourquoi ça c'est vrai? Ben, on vérifie que c'est vrai sur f. Cette égalité va être vraie sur f. Pourquoi elle est vraie sur f? Ben, parce qu'elle est vraie pour chaque élément ici EI, I allant de 1 à n-2. Ah oui, c'est évident, parce que moins 1 par moins 1, là, ça va faire 1, donc ce sera l'identité. Et ça, ce sera vrai sur f orthogonal. Bah oui, puisque sur f orthogonal, R c'est SH et R' c'est SH'. Voilà, donc on a montré ce qu'il fallait, et on a l'engendrement. Ça c'est très important, par exemple, pour montrer la simplicité de SO3, par exemple. Donc cet engendrement, hein, ça doit être connu, mais ça doit être très intuitif, parce que les familles de générateurs, ce sont des éléments minimaux du groupe, proches, minimaux dans le sens de les plus proches possibles de l'identité. Il faut penser à Z, et qu'est-ce qu'il a comme générateur? Ben, c'est 1 moins 1, 1 est générateur, moins 1 est générateur, ben, c'est les plus proches de 0. Voilà. Donc c'est une idée assez générale, certainement fausse, on ne peut pas en faire un théorème, mais intuitivement ça marche bien. Alors maintenant, mieux, l'ensemble des réflexions hyperplanes forment une classe de conjugaison de ON. D'abord, toutes ces matrices-là, toutes les réflexions peuvent s'écrire comme ceci, sous cette forme. Ça veut dire qu'elles sont conjuguées entre elles pour le groupe GLN, pour des matrices de passage, mais ces matrices de passage peuvent être choisies orthogonales, parce que ce sont des réflexions orthogonales, et donc elles sont conjuguées dans ON. Voilà. Et pareil, ces matrices-là, ben, elles sont conjuguées dans ON, mais mieux, quitte à changer un des vecteurs ici par son opposé, ce qui ne va rien changer à la matrice, un des vecteurs par exemple propre ici, hein, par son opposé, eh bien on peut toujours se ramener à conjuguer par SON. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, on peut toujours faire un changement de base orthonormé, mais direct. D'accord? On est en train de se servir de ça. Ce qui veut dire que non seulement SON est engendré par des retournements, mais en plus, cette classe-là est faite d'éléments qui sont tous conjugués entre eux. En fait, c'est une classe de conjugaison pour SON. Ça, c'est fondamental. Alors, dans le plan, vous y mettez ce que vous voulez, des exemples. Commencez toujours par définir. Faut commencer toujours très doucement. Hein, donc la distance, les normes, tout ça, ou plutôt l'inverse, d'abord les normes, ensuite la distance, des exemples, ce que c'est qu'une isométrie, des exemples d'isométrie, et il faut converger ensuite vers le fait que les isométries, ça forme un sous-groupe de GAN, et engendré par les réflexions. Voilà, ça, alors, l'idée c'est quoi? D'abord, si F est une isométrie, regardez comment on se ramène à une isométrie qui fixe un point O, hein, juste en prenant une translation de vecteur FO, rond F, et ça nous donne une isométrie qui fixe un point O. Et on sait que le groupe affine fixant un point O, la partie du groupe, le sous-groupe, hein, le stabilisateur hein, du point O dans le groupe affine, il est isomorphe à GLN, et ça c'est très fort. D'accord? Voilà. Déjà, le fait qu'une isométrie soit une application affine, ça se fait en calculant la norme au carré de phi de lambda x plus mu y moins lambda phi de x moins mu phi de y. Hein, c'est-à-dire que, en fait, je vais d'abord me ramener de f, une isométrie quelconque, à une isométrie qui a un point fixe, et ensuite je vais l'appeler phi, celle-ci, parce que je peux l'assimiler à GLN, d'accord, en assimilant un point M de l'espace affine au vecteur OM de l'espace vectoriel.
Et ici, je calcule ceci au carré, et en utilisant le fait que phi laisse fixe la norme, donc je le développe, parce que grâce à la forme polaire, hein, d'accord, qui est bilinéaire, je développe ça, et quand je vais développer ça, eh ben, je vais avoir suppression de tous les phi dans le développement, parce que phi respecte la norme, et à la fin, je tombe sur 0. Donc ce qui va faire, comme c'est une norme, qu'on aura bien la linéarité, donc la condition que FO est bien affine, et ensuite que c'est bien que F est bien une isométrie. Donc voilà déjà une méthode. Alors attention quand même, le fait ensuite que ce soit bijectif, ça vient du fait que phi ici, on s'est ramené à un endomorphisme, c'est forcément injectif parce que ça doit respecter la norme, et c'est bijectif parce que l'injectif implique surjectif en dimension finie. Voilà donc des petites choses, mais il y a une méthode que je trouve vraiment plus jolie et plus directe pour montrer en même temps qu'on a engendrement par les réflexions. C'est-à-dire que je vais fixer un repère. Alors donc on oublie ça, d'accord, on part de F, une isométrie, et je veux montrer que c'est engendré par les réflexions. Et si c'est engendré par les réflexions, c'est-à-dire si c'est une composée de réflexions, bah forcément ce sera dans le groupe affine. Et comme les isométries c'est stable par rond, bah ce sera bien un sous-groupe du groupe affine. Alors regardez, je fixe un repère A0, A1 jusqu'à AN, et maintenant, le repère étant fixé, je regarde SO rond F, où SO, c'est la réflexion par rapport à l'hyperplan médiateur entre A0 et F de A0. Évidemment, si A0 est égal à F de A0, pas de problème, je ne mets rien du tout. Mais ici, j'ai quelque chose qui va fixer A0. Et ça va rester une isométrie. Maintenant, je vais regarder A1 et je vais regarder S1, la réflexion par rapport à l'hyperplan médiateur entre A1 et S0 rond F de A1. Et A0 est dans l'hyperplan médiateur. Pourquoi? Parce que A0, comme A0, A1 est égal à S0 rond F de A0, S0 rond F de A1 en distance, mais que S0 rond F de A0 c'est A0, et bien ça veut dire que cette distance est égale à celle-là, donc il est bien sur l'hyperplan médiateur. Donc il va être fixé encore, donc ça veut dire que cette isométrie-là va fixer à la fois A0 et A1, etc., etc. Et ensuite vous faites S2, etc., puis jusqu'à Sn. Et là maintenant, vous allez avoir une isométrie qui laisse fixe un repère. Alors attention, on ne peut pas dire ça laisse fixe un repère, donc c'est l'identité. Pourquoi? Parce que laisser fixe un repère, c'est l'identité quand on est affine, mais on n'a pas encore démontré que c'était affine. Par exemple, on l'appelle grand F, F va laisser fixe un repère, donc supposons que grand F de M est un point tel que grand F de M est différent de M, eh bien, vous avez que la distance, comme grand F est une isométrie, hein, la distance de Fm à I est égale à la distance de M à I, puisque F de AI est égal à AI. D'accord ? Et donc ça veut dire que AI serait dans l'hyperplan médiateur de M et de Fm. Mais tous les points d'un repère ne peuvent pas être dans un hyperplan. Ça, c'est pas possible. C'est interdit par presque la définition du repère. Donc, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que pour tout M, grand F de M égale M. Et donc, ça veut dire que F, c'est l'identité. Donc, petit f est composé de certaines... il suffit d'inverser, passer de l'autre côté. Et petit f est composé de réflexions. Et même, on peut dire de n plus 1 réflexion, ou plus n plus 1 réflexion. Et donc,
tout est bien, qui finit bien, les isométries sont bien affines puisque c'est engendré par des réflexions. Voilà. Maintenant, le deuxième point important que je vais encadrer, si phi est dans ON, donc là on est dans le linéaire, alors E est en somme directe du sous-espace propre pour la valeur propre 1, si 1 est valeur propre, hein, sinon c'est juste 0, ça, ce truc-là. Donc les sommes directes de ker de phi moins id et de im de phi moins id. Donc si 1 est valeur propre, hein, ça c'est le sous-espace propre. Et donc, si f est une isométrie qui a pour endomorphisme associé phi dans ON, voilà, on a bien f égale tau v rond fa, la fameuse décomposition canonique, dont je vous rappelle qu'ici, c'est une translation de vecteur v qui est dans ker de phi moins i, rond fa, et fa possède un point fixe, a, qui n'est... Alors, la décomposition est unique, en revanche, a, lui, n'est pas unique, il est unique modulo cette direction-là. Alors, en particulier, hein, si ker de phi moins id égale 0, ça veut dire directement que f possède un point fixe. Voilà. Donc, d'où le lien avec la réduction. Hein. On a les yeux fixés sur phi, et est-ce que 1 est valeur propre ou pas de phi? Toute la question est là. Alors, la preuve, au moins du premier point, qui est important, c'est que, en fait, cette image de phi moins identité est inclue dans l'orthogonale du noyau, là. Voilà. Ça, c'est très facile, parce que il suffit de prendre un élément du noyau, donc phi de y égale y, d'accord? Et on va regarder phi moins i de x, c'est-à-dire phi de x moins x, virgule y. On regarde le produit scalaire. Donc ça fait phi de xy moins xy, mais phi de xy, c'est x phi moins 1 de y, et phi moins 1 de y, ben forcément c'est y, donc on a xy moins xy, ça fait 0. Voilà, et donc comme on a l'inclusion et égalité des dimensions, en fait, ici, vous voyez bien qu'on a l'égalité, et ben oui, c'est ça le client, c'est que deux sous-espaces orthogonaux entre eux sont en somme directe. Donc, ceci est une condition générale pour avoir cela. Voilà. Et comme pour... Alors ça, vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algébrie, où on donne des contre-exemples où ceci ne marche pas, et donc forcément, c'est pas pour des isométries, hein, mais où on donne des contre-exemples. À partir de là, on voit qu'il suffit de bien comprendre ON pour comprendre les isométries. C'est ce qu'on va faire grâce à la réduction, encore une fois. Donc, on attaque le groupe orthogonal à l'aide de la réduction. Et c'est ce... Alors, je vais encadrer en rouge les choses essentielles, hein, que je trouve vraiment essentielles. Ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Déjà ça, si phi est dans O de n, alors tout sous-espace f stable par phi a son orthogonale aussi stable par phi. Et c'est, bon, évidemment, c'est involutif, hein, donc si la réciproque est impliquée par l'implication. C'est très facile, hein, vous prenez y dans f orthogonale, x dans f, et il faut montrer que phi de y est fois x, scalaire x, est égal à 0. Mais phi de y, x, est égal à y, phi moins 1 de x, mais comme f est stable par phi, ben, il est stable par phi moins 1, parce que phi est inversible, et donc ça fait bien 0, parce que là on est dans f orthogonal, et là on est dans f. Bon, donc ça c'est facile, mais c'est vraiment essentiel. Hein. En fait, comme corollaire, on a que si phi est dans ON, il existe une base dans laquelle la matrice s'écrit avec des 1, des moins 1, et des Rθ, des matrices Rθ1 jusqu'à Rθk, où Rθ, c'est ces matrices de rotation de 2. Alors, pourquoi? En fait, vous voyez bien que ce qui se passe, c'est que grâce à ce petit lemme, hein, tranquille, à chaque fois qu'on a un sous-espace stable, on peut
regardez son orthogonale qui est stable aussi. Et donc, dès qu'on a un sous-espace stable ici, par exemple 1, et bien ici il est stable, et bien on va prendre ici le sous-espace orthogonal qui lui va être stable, ce qui va nous assurer les zéros, etc. Et si ça avait été une matrice de 2, ce serait pareil. Bon. Donc, maintenant, on se ramène au cas n égale 1 et n égale 2. Pourquoi? Parce que, en fait, si phi est dans le GLN de R, il existe toujours un sous-espace stable de dimension 1 ou 2. Comment on montre ça? Eh bien, on montre ça en disant que on prend phi, on regarde son polynôme minimal, mu de phi égale 0, et minimal, on le décompose dans R, et c'est là où R c'est important, c'est que dans R, la décomposition en irréductible d'un polynôme est de degré 1 ou 2. C'est parce que c'est algébriquement clos et que c'est une extension de degré 2 de R. Si on a ici un polynôme de degré 1, là-dedans, alors ça veut dire qu'on a une valeur propre. Et si on a une valeur propre réelle. Et si on a une valeur propre réelle, eh ben forcément, on va avoir un sous-espace propre, donc un sous-espace stable, hein, au moins une droite stable. Donc ça, c'est pas un problème. Donc 1, ok. Mais si c'est 2, alors on va supposer maintenant que le degré de PI est égal à 2. Si c'est 2, alors on sait, donc par minimalité du polynôme là, minimal, que le noyau, hein, on utilise la décomposition du lemme des noyaux, on a une décomposition en sous-espaces caractéristiques qui sont là, et chaque sous-espace caractéristique est forcément non nul, c'est pour ça qu'on a pris le polynôme minimal. Maintenant, ce sous-espace caractéristique qui est non nul, ça implique que ker de pi de phi est différent de 0, hein, parce que le déterminant de ça est nul, d'accord? Donc le déterminant de pi de phi, le KI, vous pouvez le passer ici parce qu'on a un morphisme hein, entre les polynômes pour la multiplication et les endomorphismes pour la loi ronde, et donc le déterminant de ça est nul, donc ça veut dire que le déterminant de pi de phi est nul. Donc le noyau est non nul ici. Donc je peux prendre un x non nul dans ker de pi de phi, et comme p est de dimension 2, donc on va avoir x, phi de x et phi 2 de x qui vont être liés, forcément, puisque c'est annulé par pi de phi, qui est de degré 2, et ça veut dire qu'on peut montrer très facilement, hein, c'est très habituel, que x, phi de x est un sous-espace stable qui va être bien sûr, de dimension 1 ou 2, mais en tout cas ça va être 2. Hein, mais en tout cas, on voit que c'est deux dimensions, ça va être au plus un plan. Donc voilà, on a un sous-espace stable de dimension 1 ou 2, toujours, dans tous les cas. Donc, bilan des courses, il suffit de regarder les cas n égale 1 et n égale 2, puisque tout va être en somme directe, hein, d'accord, de sous-espace stable comme ça, par récurrence en utilisant ce lemme. Et donc, pour le cas n égale 1, O1 c'est juste plus ou moins 1. Et puis pour le cas n égale 2, ça on l'a vu plusieurs fois. Il faut respecter la base canonique, il faut respecter le produit scalaire sur la base canonique qui est orthonormée. Donc E1 va vers un élément de norme 1, donc de la forme cosinus θ sinus θ, et E2, c'est encore un élément de norme 1 qui est orthogonal à ça, et là il n'y en a que deux possibles, donc ça va être moins sinus θ cosinus θ, ou plus sinus θ moins cosinus θ. Voilà. Alors si on a cos θ sin θ moins sin θ cos θ, c'est rθ, c'est ce qu'on voit là. Si on a cos θ sin θ moins cos θ, alors là on voit que c'est une symétrie, que le polynôme caractéristique c'est x2 moins 1, donc c'est là qu'on a les 1 et les moins 1. Mais sinon on peut avoir des 1 et des moins 1 qui viennent de ça aussi. Voilà. Donc bilan des courses, on a une base, et même une base orthonormée, dans laquelle on peut l'écrire comme ça. Donc oui, c'est bien d'écrire qu'elle est orthonormée. Et voilà la conclusion.
Donc ça, c'est important, je pense, à mettre dans la leçon, hein. Et là maintenant, on peut regarder, on a suffisamment de matière à regarder les choses, à classifier les isométries, hein, en dimensions 2 et 3. Alors là, c'est bien de faire des tableaux. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez toujours cette page 4, hein, qui vous permet de mettre des tableaux. Donc vous pouvez mettre ça, hein, ça fait du remplissage. Ici, vous avez pour n égale 2 la classification, hein, des isométries du plan. Ben, comment on fait? Ben, selon ce qu'on vient de voir, ben, on attaque l'endomorphisme associé qui va être donc, dans O2, donc c'est soit l'identité, soit une rotation mais d'angle non nul, soit une symétrie. On regarde toujours la réduction, c'est-à-dire la valeur propre 1. Et là, bah, il y a la valeur propre 1, donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'il existe pour f un point fixe. R, la valeur propre 1, il n'y a pas de valeur propre 1, parce que R, c'est différent de l'identité. Les valeurs propres, c'est exponentielle de iθ, exponentielle de moins iθ. Donc, il y a un point fixe, parce que 1 n'est pas la valeur propre. Et S, les valeurs propres, c'est 1 et moins 1, parce que c'est une réflexion. Et donc, 1 est valeur propre, donc on ne sait pas s'il y a un point fixe. S'il y a un point fixe, alors on sait, hein, que quand il y a un point fixe, hein, alors GAO, c'est pareil que G. Hein. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ici, on a l'identité, d'accord, c'est un point fixe, c'est exactement pareil, donc c'est l'identité. Et là, s'il y a un point fixe, alors c'est une symétrie. Et là, il y a toujours un point fixe, donc c'est exactement une rotation, hein, qui va avoir un centre. Voilà, et qui t'a ramené le point fixe au vecteur nul, hein, ça va se passer exactement comme si on était dans le linéaire. Maintenant, s'il n'y a pas de point fixe, alors là, bah, on va avoir une translation de vecteur non nul. Bah, là, on n'en parle pas, puisqu'il y a toujours un point fixe. Et là, on va avoir une symétrie glissée, mais glissée, attention, le long. Donc si vous avez votre symétrie, et puis ensuite, vous glissez le long du sous-espace propre pour la valeur propre 1, c'est-à-dire le long de l'axe de la symétrie. Alors, il y a encore une colonne, c'est la colonne des matrices de l'endomorphisme associé, mais c'est une forme normale de matrice dans une base orthonormée. Bah, là, c'est la matrice I2, là, c'est la matrice Rθ, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, et là, bah, je ne vais pas prendre la matrice très laide, hein, avec cosinus θ, sinus θ moins cosinus θ, mais sa forme normale 1 moins 1, hein, toujours dans une base orthonormée. Voilà. Alors maintenant, on peut attaquer exactement de la même manière, hein, le Kn égale 3. Là, il s'agit de la classification de O3. D'abord SO3 avec I3 et une rotation d'angle non trivial. Et puis ensuite O3- avec ben, les réflexions et les réflexions, donc les symétries rotation en quelque sorte. Hein. Alors, donc, ici, bah, 1 est valeur propre, évidemment, donc on ne sait pas s'il existe un point fixe ou pas. R, bah, 1 est valeur propre. Là, cette fois-ci, on est en dimension 3, c'est la grande différence. Hein. Il y a forcément une racine réelle, et les deux autres complexes conjugués. Et comme on est dans SO3, comme le déterminant c'est 1, la racine réelle, c'est forcément 1. Et donc, 1, ici, fait que c'est valeur propre et on ne sait pas s'il y a un point fixe. S, bah, là, c'est une réflexion, donc les valeurs propres sont 1, moins 1, 1, valeur propre double, et moins 1, valeur propre simple, et donc 1 est valeur propre. Et là, voilà, c'est le seul cas où c'est oui, vous voyez, où 1 n'est pas valeur propre. Donc ça, il existe un point fixe, hein, c'est est-ce que 1 n'est pas dans le spectre. Hein, voilà, c'est ça qui est important. Parce que les valeurs propres, c'est moins 1, exponentielle de iθ, exponentielle de moins iθ. Voilà. Donc, la conclusion maintenant. Bah, s'il existe un point fixe, c'est voilà, donc c'est business as usual, donc là c'est l'identité, c'est pareil. S'il n'en existe pas, c'est la translation. Ici, bah, on a une rotation autour d'un axe, hein, qui va être le sous-espace propre. À partir du moment où il y a un point fixe, hein, donc je vous le dis, je vous le répète, hein, ça
C'est vraiment fondamental, ça. Sinon, eh ben, c'est un vissage, mais pareil, de la même manière que la symétrie, c'était une symétrie glissée, là c'est une rotation mais glissée, ça s'appelle un vissage, ça aurait pu s'appeler une rotation glissée, mais simplement c'est plus parlant d'appeler ça un vissage. Et c'est un vissage le long de l'axe, puisque l'axe c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 1, donc la direction de l'axe en fait. Maintenant, S, ben, si un point fixe, c'est une vraie symétrie orthogonale, évidemment, ou alors une symétrie glissée. Donc pareil, mais au lieu que ce soit par rapport à une droite, c'est par rapport à un plan. Et le vecteur, ici, de la translation, il est de direction, le plan par rapport auquel on symétrise. Et puis, là, oui, donc ici, il n'y a pas d'alternative, c'est ce qu'on appelle une isométrie à point fixe unique. On peut appeler aussi par extension une symétrie rotation. Alors, les matrices de forme normale dans une base orthonormée, ben, on va avoir bien sûr I3 ici. Là, ben, vous voyez, c'est exactement ce qu'on avait vu sur les formes normales pour les isométries dans l'espace, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on a 1 Rθ, d'accord, avec θ non nul, parce que sinon on serait ici. Là, on a pour les symétries glissées, moins 1, 0 et 1, 1. Donc là, les valeurs propres. Donc ça, c'est une réflexion orthogonale. Et là, pour ici, c'est moins 1, Rθ. C'est très parlant, hein, vous voyez. Donc ici, θ égale 0, ça donnerait ce cas-là, et θ égale 0 ici, ça donnerait ce cas-là. Hein, voilà. Donc on a fait la classification, et on a fini sur les généralités. Hein, et on va pouvoir attaquer des choses un peu plus particulières, un peu plus aléatoires aussi, hein, qu'on n'est pas obligé de mettre, mais bon, quand même, on va parler de groupes, de topologie, de structures algébriques qui sont derrière, autres que la réduction, évidemment.